Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce spécial grand débat consacré au Congo 28 ans après la conférence nationale. Effectivement, il y a 28 ans, la République du Congo vivait sa toute première conférence nationale dite souveraine. Solder le passif de l'histoire du Congo marqué par un tableau noir pour plusieurs observateurs, avec la vague du parti unique de 1963 à 1979, tel a été, entre autres, le but de ces retrouvailles ouvrant de nouveau la voie au pluralisme politique et à la liberté d'expression, de pensée, à l'acceptation de l'autre dans sa différence, ouvrait, disais-je, la voie à un Congo un et indivisible. Abolition de la Constitution de 1979, adoption de l'acte fondamental, adoption de la nouvelle Constitution de mars 1992. Le Congo 28 ans après la conférence nationale, quel bilan et quelle perspective? Deux questions au cœur de ce débat. Et avec moi ici sur ce plateau, Monsieur Maman Moké, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mexan. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Exactement. Président de l'ADUC. Président de l'Association pour les droits de l'homme Nouvelle-Carceran, ainsi que l'ADUC. Et en face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, Asie Dominique Marseille. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mexan. Journaliste émérite, investigateur. Disons-le, oui. Observateur politique. Observateur politique. Et en face, Monsieur Vivien Manangou. Vous êtes professeur d'université, mais vous êtes également un homme politique. Oui, c'est ça. Un observateur de la vie politique. Non, pas un observateur comme Asie Dominique de Marseille, un acteur. Un acteur aussi. D'accord, on va y aller. Alors, la toute première question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que le Congo avait besoin d'une conférence nationale, Monsieur Asie Dominique de Marseille? Bon, la conférence nationale n'est pas souveraine. Elle est dit souveraine, ce n'est pas la volonté en réalité du peuple congolais. Nous sommes le 20 juin 1990. Les chefs d'État africains débarquent dans une ville de l'ouest de la France qu'on appelle la Baule, qui se situe dans le département de la Loire-Atlantique. 16 000 habitants, qui accueillent les chefs d'État, tambour battant, drapeau français africain. C'est le 16e sommet des chefs d'État d'Afrique de France. Mitterrand est président. Mitterrand est président. Et dans la salle, Mitterrand lit un discours. C'est ce discours qui inflige, demande, impose, exige aux chefs d'État africains de choisir comme manière de gouverner, comme système de gouvernance, la démocratie. Je me pose aujourd'hui la question, quand on fait le point, 29 ans en 90, 29 ans après, est-ce que Éric Orsena, qui a rédigé ce discours, lu par François Mitterrand, est-ce que les deux, si Mitterrand peut se réveiller de sa tombe, est-ce qu'ils peuvent représenter le charivari que ça a créé au niveau de l'Afrique? Pourquoi? On ne transforme pas un système de gouvernement, un système établi, en un seul discours de la Baule. C'est une mentalité sociale établie depuis, il faut la changer par un simple discours. Donc c'est cet accident culturel qui est arrivé. Pour modifier. Autrement dit, le Congo n'avait pas besoin d'une conférence. Non, n'avait pas besoin d'une conférence, mais la procédure qui est intimée par un discours, il faut que, pour transformer la mentalité de l'homme, ça prend du temps. C'est une entreprise chronophagique. Le temps, phagique, ça mange le temps. C'est pas possible. On va aller de l'autre côté. Monsieur Vivien Manangou, la même question. Est-ce que le Congo avait besoin d'une conférence nationale? Est-ce que le processus qui a emmené les Congolais à ces grandes retrouvailles était vraiment celui-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Asie Dominique de Marseille? Je suis assez partagé sur la question. Je crois vraiment que... Alors, on connaît Asie Dominique de Marseille, hein, il y va franco. Mais disons quand même que les conférences nationales en Afrique ne se sont pas décidées exclusivement lors de la Baule. Il y avait un vent qui soufflait sur le continent. Du Bénin. Il y avait un vent qui soufflait sur le continent de revendications sociales et puis de revendications de liberté. On parle aussi de la perestroïka avec Gorbatchev. Il y avait la perestroïka. Donc il y avait un concours de circonstances qui ont conduit à cette libéralisation. Mais là où Asie Dominique de Marseille a raison, c'est que l'élément déclencheur a été le discours de la Baule. Le discours de la Baule a été l'élément déclencheur à partir du moment où la France a lié l'aide aux conditionnalités démocratiques. Les États africains ont été obligés d'y faire face. Pour ma part, j'ai un avis à la fois très sévère vis-à-vis de la conférence nationale. Pour moi, ce n'est pas un repère historique. Hein. Je peux choquer, mais ce n'est pas un repère historique. Je vais dire, pour première chose, Asie Dominique de Marseille l'a effleuré,
c'est que pour moi, c'était la revanche d'une partie de l'élite sur une autre partie. Pour moi. Revanche d'une partie de l'élite sur notre partie, le peuple n'a été associé ni à l'origine, ni à la fin. Donc, on ne construit pas la démocratie sans le peuple. Monsieur Loma Moké, le Congo avait donc, les pieds et mains liés à ce discours de la Baule prononcé par François Mitterrand. Est-ce que nous avions vraiment, en dehors de ce discours de la Baule qui nous emmène à la conférence nationale, entre autres, est-ce qu'il y avait d'autres raisons, comme l'a évoqué monsieur Je pense, en principe, ça devait être aussi une occasion pour le Congo de se retrouver entre les fils et essayer de regarder l'avenir de leur pays. Mais malheureusement, comme venait de dire mon frère, il y a eu cette conférence qu'on appelle conférence nationale souveraine, a eu des accords en jambes. Il y a eu effectivement des règlements de compte. Effectivement, on est arrivé, on a assisté à pas des intellectuels qui étaient en train de discuter sur un projet de société. Ça pouvait être aussi un projet de société pour les Congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire malgré le discours de la Baule, malgré tout ce qu'on nous impose en tant que Congolais? Parce qu'ils ont même mis conférence souveraine, conférence nationale souveraine. Donc, souveraine signifie que l'État congolais devait prendre en charge, effectivement, ces questions, les questions économiques, les questions politiques, toutes ces questions. Regardez comment faut-il faire pour que le Congo devienne effectivement un pays souverain. Mais malheureusement, il y a eu un spectacle, il y a eu un théâtre au sein effectivement de cette conférence de presse et de conférence nationale, oui, où il y avait des injures, où il y avait des mensonges, où il y avait effectivement on a coopté certaines organisations de la société civile pour aller dire n'importe quoi. Et voilà pourquoi, pour moi, je pense bien que nous avons, d'une part, échoué sur cette conférence nationale souveraine, parce que on n'a pas pu, effectivement, en tant que pays souverain, avoir des solutions appropriées pour notre pays. Mais pourtant, la conférence a abouti quelque part, quelques années plus tard, à une élection démocratique et souveraine qui voit M. Lissouba l'emporter sur M. Bernard Kolela. Oui, est-ce que c'est mauvais, ça? Mais le vin étant tiré, il fallait le boire, mais on l'a tiré comment? Il y a eu usurpation du pouvoir du peuple. Qui a décidé? Qui on a consulté? Les hommes politiques se sont retrouvés dans la salle. Du haut de leur fonction d'homme politique, ça suffisait pour décider la place de 4 millions d'habitants si nous prenons la population de l'Union. Non, c'est une usurpation, une escroquerie politique de haute voltige qu'on ne peut pas tolérer. Parce que nous avons vu des vieux, il fallait être de la vieille classe politique. On parlait de Lissouba à l'époque, on a vu des hommes politiques qu'on ne voyait pas, qui étaient très anciens, qui voulaient faire dégager les jeunes de cette époque-là. C'était une forme, on a l'impression qu'on avait affaire à une société où c'était la primogéniture, c'est-à-dire celui qui est né avant, la primogéniture qui primait sur la primoculture, c'est-à-dire il fallait être plus âgé que plus intelligent. Tu pouvais être jeune, on ne te voyait pas. On a vu les Babinga, des anciens de l'ancien, qui étaient des anciens premiers ministres, les Bomnoara redescendre. Ceux qui n'avaient jamais vu les Lissouba les voyaient pour la première fois. On a l'impression que c'est plus âgé là qui nous amenait la bonne science pour mieux gouverner. Après, je dis, c'était une lutte d'une certaine primogéniture sur la primoculture. Donc, il fallait être plus âgé, il fallait plus écouter, plus ancien que d'être intellectuel. Et la conclusion, c'est quoi? Mais le pays est allé à volo. On a vu les gens réclamer les loyers en pleine conférence nationale. On a dévié la conférence nationale de son objectif parce que c'était au-delà de là que je m'y mets. Et voilà pourquoi c'est mal parti. C'est mal parti. Et aujourd'hui, puisque, je vais conclure en disant, puisque la démocratie se repose sur 3 piliers fondamentaux. 1, liberté d'expression. 2, état de droit. 3, suffrage universel. Faites-moi le point aujourd'hui. Où se trouve le suffrage universel chez nous? Comment s'effectue le vote? En 28 ans, est-ce qu'on a arrangé la manière de voter chez nous? 0. Est-ce qu'en 28 ans, a-t-on bien enseigné ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire tous les citoyens sont égaux devant la loi? Non. La justice continue à être mal dite et mal faite. On a dans ce pays des personnes qui ont volé et qui continuent à vivre en toute impunité dans un pays qui a déjà 28 ans de démocratie choisie. Un enfant qui a 28 ans, vous savez, peut être médecin, ailleurs il est ingénieur. Chez nous, il a encore un bébé à qui on doit faire téter, donner encore l'île. Je termine. Et vous arrivez à la liberté d'expression. Les 3 piliers, liberté d'expression, état de droit,
et suffrage universel. Où se trouvent les libertés d'expression aujourd'hui? Les journalistes ont peur de parler. Quand vous écoutez comme ils disent, on a peur. Ils ont toujours l'impression qu'il y a l'épée de démocratie sur leur tête. Pourquoi? Parce que l'homme politique ne se rend pas compte que la liberté d'expression, c'est même le cheval de bataille de la démocratie. Comment voulez-vous que les jeunes ne s'expriment pas alors qu'ils vous ont donné un mandat? Il faut bien que vous vous rendiez compte. Il faut bien que la presse soit le relais entre vous qui gérez et ceux qui vous ont donné un mandat. Alors, le jeune ne peut plus travailler tranquillement tout le temps. Et attention, on va faire attention à quoi? Les gens volent quand vous dénoncez. Ah non, il ne faut pas parler de ces ministres. Le Premier ministre nous dit, quand vous prononcez le nom des ministres, c'est tout le gouvernement qui est mis en mal. On va aller du côté. Et comme ici, comme ici, excusez-moi, comme ici, le vol, comme ici, quand un ministre vole, c'est bien pour le gouvernement. Et le vol est un acte privé et pour lequel le ministre doit rendre compte. Le Premier ministre n'a pas à s'inquiéter qu'un ministre est indépendant. Et la responsabilité en cas de vol est individuelle. Et l'individuel n'est pas collective. On va aller du côté de M. Loma Moké. Lorsque vous faites la comparaison avant et après la conférence nationale, est-ce que vous pensez que positivement, il y a quelque chose qui a changé et perduré dans le domaine qui est le vôtre, la défense des droits de l'homme? Non, moi je pense bien que c'est vraiment... c'est tellement amer que depuis que... Vous voyez que après la conférence souveraine nationale, la conférence nationale souveraine, nous avons constaté effectivement beaucoup de guerres, beaucoup de conflits dans notre pays. Et lorsqu'il y a conflit, automatiquement, il y a des violations des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, jusqu'aujourd'hui, sont effectivement violés copieusement, correctement, sérieusement par notre État. Est-ce que c'est dire qu'avant la conférence nationale? Non, mais vous savez que, comparé avant, mais avant la conférence nationale, il n'y avait pas effectivement un État de droit. Il n'y avait pas un État de droit. Mais lorsque la conférence arrive, jette au pavé, comme venaient dire mes collègues, un État de droit, c'est-à-dire la démocratie. Mais une démocratie fragile, totalement fragile. Parce que ces personnes qui recevaient cette démocratie... Ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne sont pas préparés à ça. Et puis, ils ont porté des abus de la démocratie. Mais au fond, ils ne sont pas des démocrates. Non. Voilà le grand problème, c'est ça. Et quand c'est comme ça, les violations des droits de l'homme continuent. Voilà un peu. Donc, on est dans une phase que avant, comme après, une phase effectivement critique sur les questions de droits de l'homme. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal cette affaire, parce que j'essaie d'être fâché comme Aziz Dominique de Marseille, j'ai du mal, parce que ça me fait rire cette affaire, parce que si vous regardez ce qu'était le Congo avant la conférence nationale, et que vous regardez après la conférence nationale, c'est pire. Alors que ça devrait être le contraire. C'est-à-dire que quand j'essaie de regarder les chiffres, que ce soit sur le plan économique, sur la cohésion sociale, c'est incroyable que nous soyons obligés de constater qu'avant c'était mieux qu'après. Alors que la conférence nationale devait être le moment. Parce qu'il faut se rappeler ce qu'était le Congo avant la conférence nationale. Nous sortions d'un plan d'ajustement structurel de 85, complètement raté, où en 86, on nous avait dit que les mesures étaient insuffisantes, qu'il fallait redoubler d'efforts. Et donc, on avait... parce qu'il faut aussi rappeler que le PCT renonce au parti unique avant la conférence. Il faut le rappeler, hein. C'est pas la conférence qui fait renoncer le PCT au parti unique. Le PCT renonce au parti unique avant la conférence. Ça veut dire qu'il y avait un mouvement comme ça de libéralisation. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, le PCT renonce. Ils tirent les conséquences du fait que le monde n'est plus divisé en deux blocs. Voilà. Ils renoncent eux-mêmes avant la conférence nationale. Et donc, lorsque la conférence arrive, on devrait poser les bases d'une nouvelle gouvernance. Qui devrait les poser? Mais vous ne pouvez pas construire les bases d'une nouvelle gouvernance sans le peuple. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens, ce qui s'est passé lors de la conférence nationale, c'est ce qui s'est passé, en fait, lorsque le Congo, accède à l'indépendance. C'est-à-dire où ce qui était l'Assemblée territoriale se transforme en Assemblée législative sans vote. C'est-à-dire que les gens décident, désormais, Asie, oui, tu deviens conseiller, tu es député. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Enfin, parce que tous ces messieurs-là, personne ne sait comment ils ont fait pour se retrouver conseillers de transition. Ils se sont arrangés entre eux. Conseil national de transition. Ils se sont arrangés, ils ont désigné leur président, et puis ils se sont déclarés souverains, comme si la souveraineté pouvait s'acquérir par un droit que personne ne connaissait, ex nihilo. C'est ça qui s'est passé lors de la conférence nationale. Alors, il fallait évidemment libéraliser le régime, mais ça a été un rendez-vous manqué. Un rendez-vous raté. Derrière, lorsqu'on fait le bilan,
Nous avions des plans d'ajustement structurel avant la conférence. On a encore un plan d'ajustement structurel aujourd'hui. Voilà ce que dit le Congo. C'est-à-dire que pendant 28 ans, avant 28 ans, on avait des plans d'ajustement structurel. Après, on court toujours derrière les meilleurs. Pourtant, excuse-moi. Pourtant, un signal fort, qui était un repère historique, avait pensé donner l'espoir. Quand le président Sassou quitte le pouvoir, le remet pacifiquement à l'histoire, on se dit, peut-être que les décideurs ont pris la leçon. Et que peut-être dans ce pays, le pouvoir va se donner comme ça. On a vu Pascal Lissouba prendre les clés de la République des mains du président Sassou. L'un reste en paix avec ses collaborateurs. Et le président Sassou s'en va chez lui. C'est tout un jardin qui vole les clés, les gens qui l'accompagnent. Félicitons que ça s'est passé très bien. Après, tout à coup, patatras. C'est comme si c'était un simple petit rêve, un cauchemar, on ne trouve plus rien. Parce qu'aujourd'hui, quand nous faisons le point, nous, journalistes, assez critiques si on peut l'être, qui fait quoi? Mais c'est l'homme politique qui imprime le rythme et la cadence, comme on dit. À quel niveau se trouve aujourd'hui la démocratie? Est-ce qu'on peut dire que les partis politiques aujourd'hui, issus de ce multipartisme ouvert par le PCT qui dit « je laisse tomber », est-ce que les partis politiques enseignent la donne démocratique aux citoyens, qu'ils sachent que, en fait, ton mandat, là, c'est moi qui te le donne? Les citoyens pensent qu'il est faible, que l'homme politique est plus fort que lui, alors que non, c'est lui qui te donne le mandat. Quand vous allez dans les villages, les partis politiques, vous adhérez et vous pouvez faire 15 ans, aucun séminaire, aucune éducation, démocratie, et vous demandez quand tu vas le jeter au vote, tu entends, papa et toi, votez banane. Oui. On revient, papa, on peut banane. Donc les partis politiques n'ont pas fait un travail. On a la chance d'avoir sur ce plateau un acteur politique. Je vais terminer pour montrer les responsabilités des hommes politiques. C'est eux qui ont tort. Chacun est responsable. Voilà quand je dis, ceux qui ont pris dès qu'on a créé le multipartisme, aucun parti politique n'enseignait les dons de la démocratie à sa population. Les militants sont restés avec la tête du mono et les institutions qui sont dites démocratiques. Je vais terminer. Vous arrivez maintenant à l'état de droit. Quand on dit on doit au suffrage universel, quand on dit organiser une élection normale, mais l'État qui organise cette élection avec ces partis politiques qui font partie de cette commission électorale, pourquoi voulez-vous que ces gens se mettent à organiser une tricherie alors qu'ils doivent organiser une bonne élection parce qu'ils ont la charge d'appliquer ce qu'on appelle le suffrage universel, qui est un élément, un facteur important de la démocratie. Et quand vous arrivez aux droits de l'homme, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans un état de droit, où chacun, la justice doit faire son travail. Dites-moi dans ce pays, que ce soit le scandale au CHU, que ce soit de l'argent détourné des générations, est-ce que vous avez entendu que la justice a mis quelqu'un en prison? Non. On a l'impression que ces détournements n'ont pas d'auteur. Est-ce qu'on peut avoir un CHU comme ça qui tombe en ruine et financièrement par terre? Personne n'est interpellé, personne n'est emprisonné. Je dis bien emprisonné. Et puis alors, vous avez des trucs comme Eker et on vous dit que l'argent est tombé. Personne, alors quand vous dites personne n'est interpellé, donc la justice, pour nous, c'est le travail de la justice. Que fait la justice dans notre pays? Tous les ministres de la justice et puis la conférence nationale aujourd'hui. Quel est l'homme politique qui a rendu compte de sa mauvaise gestion? Aujourd'hui, on dit, bon, la commission de lutte qui était là avec l'Amir Nguele, il faut la mettre de nouvelle commission. Le Congo fait exception de ce que moi j'appelle une exception blâmable. Depuis quand, dans quel pays au monde vous avez vu, on fait asseoir une commission, on prétend mettre la première, entre la première et la deuxième, il y a un vide. Une commission est éjectée quand une nouvelle arrive. Évidemment. En attendant l'adoption d'une nouvelle commission, l'ancienne reste d'actualité. On a mis l'Amir Nguele en veilleuse totale, dans un sommet d'hibernation totale, sans action, et pendant ce temps, ceux qui ont volé ont le temps d'aller cacher leur magot et puis de fouiller. Alors nous allons faire comment? C'est ça le bilan. Monsieur Manango, vous êtes acteur politique. Oui. Est-ce que vous pensez que 28 ans après, la vie politique au Congo est un chaos? La vie politique au Congo est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'ailleurs, le mot n'est pas assez fort. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut un véritable Big Bang. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Tous ces gens qui n'étaient pas des démocrates. C'est ça, là. Regardez ce que dit Aziz Dominique de Marseille. Et d'autant plus vrai, il parle du peuple. Mais prenez les leaders qui ont créé les partis politiques pendant la conférence nationale. Certains sont encore présidents aujourd'hui. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'est la démocratie? Certains sont présidents encore de leur parti aujourd'hui qu'ils ont créé en 90. C'est-à-dire 28 ans plus tard. Tous ces gens sont encore présidents de leur parti, il n'y a jamais eu d'alternance dans leur parti, et ils espèrent avoir une alternance sur le plan national. Vous comprenez? C'est un état d'esprit. Ils sont présidents pendant 40 ans de leur parti politique, ça ne change pas, ils ne font pas de congrès. Dès que quelqu'un dans le parti parle de congrès, c'est un coup d'État, il faut le virer. Et donc, ils ont ramené ces pratiques-là sur le plan national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je disais, ça a été un combat entre une partie de l'élite contre une autre, combat de personnes, combat d'amitié détruite ou reconstruite, tout ce que vous voulez, mais ça n'a jamais été pour l'intérêt national.
La preuve, encore aujourd'hui, regardez la configuration du paysage politique. Tous amis un jour, tous divisés le lendemain, et jamais sur des critères objectifs. Jamais. Et personne n'est capable de vous dire, moi j'étais ministre de Sassou, je ne le suis plus, j'ai démissionné parce qu'il gérait mal. Non. Personne. C'est quand tu es dévolu de ton poste et tu deviens... Personne. Donc, quand vous avez une classe politique comme ça, il reste qu'une seule chose, le coup de balai. Tout le monde. Le coup de balai. Parce que 28 ans de la conférence nationale, aujourd'hui, Aziz Dominique Marcel le disait, 28 ans après, c'est un grand garçon qui peut être ingénieur, journaliste, qui peut machin. Et nous, on a encore ce bébé-là qui continue à téter. Alors, il faut bien chercher les responsables. Ce sont ces messieurs qui se sont accaparés de la scène politique depuis la conférence nationale. 67 partis. Comment voulez-vous qu'un pays sérieux... 4 millions d'habitants. 67 partis. On vous dit, conférence nationale, le lendemain, 67 partis. Vous croyez que c'est sérieux? 67 partis politiques. Et quand on parle d'élection présidentielle, vous avez près de 12 candidats. Attends, et chaque candidat vous dit, mais moi je dois être candidat parce que vous savez, chez nous au Culot, il faut un candidat. Et bien sûr, ça s'est passé comme ça. On a construit des partis ethniques, d'accord? Chacun réunissant des neveux, des cousins et compagnie, des partis d'ailleurs aujourd'hui qui n'existent plus. Et tout ça, ça a conduit à ce que nous avons aujourd'hui. Une élection présidentielle complètement dévoyée, dans laquelle les gens choisissent plus leur ethnie que le programme ou l'intérêt national. Qu'est-ce qu'il y a? Il existe même un programme. Voilà. Non, il y a des programmes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir un programme dans un pays où personne ne comprend ce programme-là? Alors, on va passer à la suite. Puisque la conférence nationale, nous entendons, a été un échec, 28 ans après, le Congo apparemment n'a presque pas décollé. C'est ce que je crois comprendre. Quelles sont les perspectives? Comment est-ce qu'on peut corriger cela? Quelles sont les solutions que vous proposez pour que le Congo décolle? Ah oui. Je pense qu'avant qu'on arrive effectivement aux perspectives, vous allez voir effectivement l'effondrement de notre pays. Sur effectivement les questions de droits de l'homme. Pendant les élections, ça a commencé le référendum 2015. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et on n'a pas accepté, si vous voulez, le changement de la Constitution. Et on est arrivé aux élections de 2010 et de 2016. Il y a eu effectivement un défilé des prisonniers politiques dans les prisons du Congo. Oui, donc il manquait cette cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale, ce n'est pas aller mettre vos frères emprisonnés parce qu'ils ont, comme disait Jules Marcel, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le socle de la démocratie. Si vous ne vous exprimez pas, comment vous allez effectivement convaincre la population qui est devant vous? Et on a exclu totalement la population aussi. La population est exclue. Est-ce qu'il faudrait améliorer les conditions de détention dans l'univers carcéral déjà? Mais ça, je vous dis, c'est d'abord la première. Parce que vous savez bien qu'au Congo, les conditions de détention, lorsqu'on parle des conditions de détention, c'est la réinsertion, la rééducation, la réinsertion des personnes qui sont en conflit avec la loi. Mais quand vous arrivez dans notre pays, mais c'est la punition. Quand vous êtes dans ces maisons d'arrêt, vous êtes puni, vous n'êtes pas rééduqué. Et surtout les jeunes qui sortent de là, ils deviennent de plus en plus des délinquants. Vous ne me posez pas la question, j'en ai fait 2 emprisonnements, je sais ce que ça veut dire. Voilà. Maison d'arrêt de Brazzaville, je sais ce que ça veut dire. Vous voyez donc, c'est ça le grand Monsieur Manangou, une solution dans la sphère politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais fondamentalement, si je vous dis qu'il faut changer les hommes pour que ça aille mieux, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon. Mais ce qui est fondamental, c'est que je me pose quand même une question, tout de même, avant d'esquisser des pistes de solutions. Je me demande comment, 28 ans après, les hommes politiques n'ont pas changé, n'ont pas évolué d'un temps. C'est-à-dire qu'on est toujours politicienne dans les... Et je sais de quoi je parle. Je sais un peu de quoi je parle pour avoir été acteur à un moment donné, à un moment important lors de l'élection de 2016. J'ai vu la tambouille politique. Nous ne nous en sortirons pas avec cette classe politique-là. C'est une évidence. Je ne suis pas venu ici pour jeter la pierre qui que ce soit, mais au regard de ce que fonctionne. Vous savez, quelqu'un avait dit, vaut mieux un pouvoir fort qu'une opposition faible. Quand vous avez un pouvoir qui a sur bien des aspects autoritaires, c'est le cas aujourd'hui du pouvoir au Congo, qui est autoritaire.
à bien des égards. On a évoqué la prison, on a évoqué les libertés d'expression. À bien des égards, il faut une opposition forte. Pas forte pour mettre les gens dans la rue, pour faire la pagaille, mais forte dans la contestation démocratique. Avez-vous entendu, vous avez entendu ce qu'a fait monsieur le président, le présumé président de l'opposition politique, qui a fait une déclaration de 3 pages en expliquant tout le mal qu'il pensait de la gouvernance, et puis pour dire à la fin, nous avons voté l'histoire du réchellement de la dette avec la partie chinoise. Enfin, c'est de l'escroquerie. Vous croyez vraiment et de l'autre côté, silence total. On ne sait pas ce que pense la fédération de cette affaire. On ne sait rien. C'est un scandale. Quand je parle de la contestation démocratique, je parle de ça. Comment voulez-vous que les Congolais comprennent les véritables enjeux qui se posent à eux? Lorsque depuis 3 ans, des budgets que moi je trouve être des budgets les plus mauvais budgets de l'histoire du Congo sont adoptés à l'Assemblée nationale, à l'unanimité. C'est-à-dire que l'opposition parlementaire vote à l'unanimité. Mais en 2021, il faut que cette opposition-là soutienne le candidat Sassou ou le candidat du pouvoir. Pourquoi ils auraient un candidat s'ils votent tous les budgets? C'est de l'escroquerie politique. C'est de l'escroquerie politique. Et donc, si nous ne mettons pas de l'ordre dans cette affaire-là, construire un pays, c'est avoir des idées qui s'opposent. Oui, mais comment mettre de l'ordre? Mais mettre de l'ordre, il faut faciliter et permettre l'émergence de nouveaux courants. Je crois vraiment, de nouveaux courants politiques, je crois vraiment qu'on ne peut plus accepter dans ce pays que les gens construisent des partis sur des bases ethniques. Ça ne suffit plus. Il faut dénoncer cela avec force et que les gens se retrouvent sur d'autres critères. Oui, mais moi, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faudrait, Asie Dominique de Marseille, en ce moment-là, oublier la conférence nationale totalement? Oui, non, absolument. Mais alors, quand vous faites le bilan, moi, le bilan, je ne le prends pas que de Sassou. Je prends quand on sort de la conférence. Bien sûr. Je prends Monseigneur Komba avec Milongo qui gère la transition, qui est complètement sans dessus-dessous. C'est un véritable désordre. On arrive à Pascal Souba qui prend le pouvoir. Une loi de la paix tellement carcérale jusqu'à l'effet d'expulsion sur le fondement de la démocratie. Pour tous les délits d'opinion, vous allez en prison. J'en ai fait la prison. C'est sur l'Issouba. Et vous arrivez au président Sassou avec des collaborateurs qui foutent le pays par terre et qui ne sont ni inquiétés. Vous allez continuer? Oui, je l'ai dit. Mais juste après la pause. Vous allez continuer? Oui. On a 1 minute de pause et puis on revient à vous. À tout à l'heure. Le Congo, 28 ans après la conférence nationale, quel bilan et quelles perspectives? 2 questions au centre de ce débat. Asie Dominique de Marseille, vous êtes en train de parler, d'incriminer en quelque sorte des gens, permettez-moi le mot, mais quelles sont les motivations de votre fondement? C'est un peu trop facile. Oui, mais quand je parle de collaborateurs président qui foutent le pays par terre, ça veut dire quoi? Je donne un cas. Nous sommes en pleine démocratie, on dit, il faut que la démocratie repose sur 3 piliers. 1, état de droit. 2, suffrage universel. 3, liberté d'expression. Je prends le cas du suffrage universel. C'est-à-dire ceux qui ont la charge d'organiser les élections doivent enseigner la bonne gouvernance d'une élection. Est-ce que je m'entends parler? Le ministre de l'Intérieur qui met en place une commission, les gens qui l'envoient dans les régions, ces gens doivent s'asseoir, doivent mettre la loi au centre de l'intérêt collectif. J'ai vécu ce cas qui est personnel et pour lequel c'est un cas pour lequel je peux mettre tout le monde sur la table et qu'on peut en débattre. Comment voulez-vous qu'on vous dit dans la loi électorale, aucune fois les bulletins d'un bureau ne peuvent être déposés d'un autre bureau. Et c'est une autorité qui les déplace par ordre avec l'armée. Alors, celui qui gouverne l'élection me dit, les préfets ne sont pas admis dans l'élection. Je dis non, il accepte. Deuxièmement, le citoyen qui a voté, le candidat, on dit, il doit avoir les résultats avant que ce soit publié à la télévision. Est-ce que le président de la commission électorale qui a envoyé Info assiste à dire, donnez-moi les bordereaux pour que je compile? On refuse jusqu'au moment où je vous passe sur ce plateau, il n'y a pas de bordereaux. Vous me demandez à moi que la démocratie va bien, quand ceux qui sont tenus à exécuter la démocratie comme ceux-là se mettent à boycotter notre collaborateur du président. Dites-moi, le préfet n'est pas collaborateur du président. Le président des collectivités locales, qui se trouve le patron de la commission électorale et vous. Mais c'est des collaborateurs du président parce qu'il assume des missions d'État.
Quand il fait comme ça, est-ce qu'ils rend service au président? Non. Il fait exprès de noircir le mandat du président et il est tranquille. Ce que j'appelle moi des collaborateurs d'État. Pour aider le président, faites bien. Je m'entends parler. Pour aider le président, faites bien. Quand nous gargarisons sur ce plateau, parce qu'on en a marre de personnes qui veulent pas aider le président et tirent le pays par terre. Quand vous dites pour aider le président, vous parlez du président de la République ou la République, bien sûr. Du président Sassou. Non, je parle du président de la République. Okay, d'accord. C'est tout ce qu'on appelle. Non, le président, c'est pas le président, Sassou, l'institution. Okay, quand vous êtes collaborateur des chefs d'État, ayez en tête l'intérêt, qu'on appelle ça, l'intérêt commun. L'intérêt public que vos intérêts personnels. Est-ce que moi je peux être collaborateur du président et assister à sa BA, à cette commission d'infraction blâmable? Tout en partageant l'émotion d'Aziz Dominique de Marseille, parce que j'ai été aussi candidat et donc victime de la même pratique. Mais je pense à Aziz Dominique de Marseille qu'il est assez facile d'indexer les collaborateurs du chef de l'État à partir du moment où ça fait des années que ça dure et qu'il est sans doute au courant de ces pratiques. Pourquoi ne prend-il pas des mesures de sanction? Un chef de famille, c'est celui qui à un moment donné sanctionne. Et à l'échelle des responsabilités, évidemment que la responsabilité du président de la République est engagée. Pourquoi? Au moins par abstention. Parce qu'il a laissé faire. Parce qu'il a regardé ses collaborateurs faire la pagaille dans les élections, piller le pays. Je disais à quelqu'un, d'ailleurs ça j'étais engueulé pour ça, je disais à quelqu'un qu'on ne peut pas reprocher au président Sassou d'avoir essayé. Parce que la municipalisation accélérée, par exemple, il a mis des sous. Il faut être soit de mauvaise foi, soit aveugle pour ne pas voir qu'il y a eu beaucoup d'argent engagé. Mais on voit l'état du pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont piqué cet argent-là. Quelle sanction le président de la République, parce que lui aussi il sort, quand il quitte Pila pour aller sortir du Congo, il passe, il voit l'état du pays. Quelle sanction a-t-il pris en se disant tiens, j'ai mis beaucoup d'argent, les résultats ne sont pas au rendez-vous? Mon cher collègue, Foucault nous a dit qu'on saurait qu'est-ce qu'il faut, mais Foucault, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je lui dis tout haut, et avec mon frère parler, il appartient au chef de l'État aujourd'hui de donner un véritable coup de balai dans cet essaim d'abeilles. Voilà. Pour qu'il soit vu très bien en 2021, il appartient au chef d'État de un véritable coup de balai dans cet essaim d'abeilles, sinon la situation. Alors, Aziz Dominique de Marseille, c'est pas pour qu'il soit. Non, Aziz Dominique de Marseille, ce n'est pas pour que. Oui, ça va durer 1 minute. Ce n'est pas pour que le président de la République soit bien vu en 2021. Moi, 2021, pour le président de la République, c'est pas mon affaire. Ce qui, moi, personnellement, exactement. Oui. Il est président de la République jusqu'en 2021. Donc on a 2 ans encore ou 3 ans avec lui. Donc il doit faire le boulot pour que le pays se porte mieux. Très bien, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Pour nettoyer la maison. Exactement. Monsieur Lamba. Vous savez, comme disait effectivement dans le cadre des perspectives, comme disait le président Obama, il faut avoir des institutions fortes et non des personnes fortes. Et si nous avions, par exemple, tout à l'heure on a parlé, si on avait une justice qui était une justice forte, mais le président de la République ne pouvait pas interpeller, ne pouvait pas intervenir sur des cas où on peut sanctionner. La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs existe. Oui, la justice. C'est ça. Et ça d'abord, voilà dans le cas pour que le pays devienne un pays de droit. Et il y a aussi ce qui nous manque. Tout à l'heure, on en a parlé. Il n'y a pas de sanction au Congo. Mais il y a 2 types de sanctions. Il y a la sanction positive. Ceux qui ont bien fait, on dit voilà, vous avez bien fait. Ceux qui ont mal fait, mais ils peuvent aller à la maison d'arrêt. Comme la manipulation accélérée. Lorsqu'on regarde tout ce qu'on a fait dans la manipulation accélérée, mais c'est pour dire que ces personnes-là devaient être poursuivables et poursuivies. Mais la bio, je vous donne l'élément qui moi m'a huri. J'ai eu pitié de mon pays. Je me dis, mais attends, nous sommes dans quel pays? Vous imaginez, la ville Nguélé nous dit en pleine conférence, j'ai déposé des dossiers des responsables qui sont poursuivis pour mauvaise gestion, j'ai déposé auprès de la justice jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que la justice fait? Est-ce qu'on a besoin que le chef d'État parle? Non. Dès lors qu'il a dit, on ne peut pas parler de congrès. Il dit, devant les voleurs, on crie. Les petits poissons, les gros poissons passeront dans les nattes du filet. Dès qu'il l'a dit, est-ce qu'on doit marchander la parole du chef d'État comme on marchande des demi-kilos de moto au marché total? Non. Le ministre de la Justice devait s'exécuter. Ou surtout la justice dans notre pays, elle dort. La mine Nguélé qui a déposé les dossiers là-bas, c'est pour faire quoi? Pour remplir le bureau de la justice? Ce n'est pas pour agir. Pourquoi nous parlons? Parce que la mine Nguélé l'a dit. Et aujourd'hui, il est assis, non? La prochaine commission n'est pas mise en place. On est en train de vivre un vide juridique là. C'est comme si on ne travaille plus. Quel est ce pays où les gens volent, les gens pillent?
On n'a pas besoin du chef de l'État pour que quelqu'un aille en prison. La séparation des pouvoirs est claire. Donc, à chacun de jouer sa partition. Pour moi, les collaborateurs du président qui ont des missions importantes ont démissionné de leur mission. Ou sont incompétents. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans un pays où on a volé, personne n'est traduit en justice, personne n'est sanctionné. Alors, c'est la cour du Rapeto. Alors, Monsieur Manango, une question. Oui. On parle aussi d'opposition, de manière générale, parce que vous êtes acteur politique. L'opposition, selon vous, au Congo, c'est un échec? Ah oui, indéniablement. Indéniablement. L'opposition au Congo, j'ai tendance à penser... Je ne parle pas que de l'opposition parlementaire. Ah non, mais l'opposition. En général. Moi non plus, je ne parle pas de l'opposition parlementaire. Je parle de l'opposition. L'opposition était un échec aujourd'hui. Il faut dire que les choses sont quelquefois difficiles. D'ailleurs, pour les raisons que Aziz Dominique Marseille a effleurées. La liberté d'expression qui est quelquefois difficile. La liberté de réunion aussi qui peut être compliquée. Mais, disons les choses clairement, l'opposition au Congo, c'est un échec. Pourquoi? Un échec. Mais parce que je pense que nous n'avons pas été à la hauteur des attentes du peuple. Et vous savez, on ne construit rien sans qu'on commence par se dire, nous avons échoué. Mais non, on va faire mieux. C'est à partir du moment où vous dites qu'on a échoué. Pourquoi on a échoué? Beaucoup ne n'osent pas le dire. Moi, j'ai vu de l'intérieur la dislocation de l'opposition. Quelquefois sur des questions de personnes et de position. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, de près. J'en ai été témoin. Et donc, mais tout ça, pourquoi? Mais parce que l'opposition n'est pas mieux que le pouvoir. Ce sont tous des gens, ceux dont je disais, qui n'étaient pas des démocrates, qui sont devenus démocrates. Vous savez ce qu'on appelle les démocrates du lendemain. C'est-à-dire à la suite de la conférence, comme par une opération du Saint-Esprit. Un coup de balle. Tout le monde est devenu démocrate. Bien sûr. Et tous ces gens-là, qui sont dans l'opposition, qui sont là depuis des années, qui papillonnent, ils ont des pratiques qui sont des pratiques que l'on peut retrouver du côté du pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est président d'un parti d'opposition depuis 20 ans. On appelle ça, il y a la politique du jour et celle de la nuit. Voilà. Celle du jour, c'est celle qui permet de donner compte le président. Le président s'assure mauvais, et le soir, on le trouve autour de la salle avec le président de la République. C'est ça la politique du jour et celle de la nuit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au départ, ils sont partis de la même cellule? Mais oui, il y a l'uniformité de pensée. Je crois qu'il y a un facteur. Quelque part dans l'histoire, ils sont toujours unis. Non, Foucault, c'est des suppositions. Non. Je peux même, excusez-moi, je peux dire, j'étais un pavé de la mare. Je suis membre du Parti du travail. Je n'accepte pas, alors là, pas du tout, que nous qui avons géré le pouvoir en tant que majorité, que l'on ait ce genre d'écart qui est vu sur la société, où on a eu de l'argent, où tout est gaspillé, et que nous allons au Congrès, que les personnes suspectées à travers les réseaux sociaux, et que pour lesquelles ils pèsent sur les soupçons de vol, vont être demain élus, aller au bureau politique, aller au commissaire, on va les acclamer. Ces mêmes personnes devront battre campagne pour quel président? Si vous êtes au Parti du travail, vous êtes voleur, mais le parti n'accepte pas des voleurs. Alors, Aziz Dominique on ne peut pas accepter ça. Aziz Dominique Marseille, je vous encourage à démissionner du PCT. Parce que au prochain congrès, les mêmes voleurs que vous dénoncez reviendront. Non, je vous ai dit. Attendez, excusez-moi. L'entrée au parti politique est un acte volontaire. Et la démission aussi. Excusez-moi, si un ministre a volé, le vol est un acte commun. On ne fait pas le procès du PCT ici. On ne fait pas le procès du PCT. Non, il a posé un plan de très bien. Que les choses soient claires. Quand vous dites démission, on appelle ça la démagogie. Pour que les choses soient claires, on ne fait pas le procès du PCT. Mais il n'est pas comptable de la gestion d'un ministre que le PCT a envoyé pour gouverner et qui a mal. Oui, on ne fait pas le procès du PCT. Revenons dans le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on ne fait pas le procès du PCT. Revenons dans le sujet. Et pour revenir dans le sujet, monsieur Loma Moké a la parole. Je voulais effectivement arriver dans les perspectives. Parce qu'il faut que le chef de l'État, que ce soit n'importe quel chef d'État qui sera là, qu'il veille sur la composition des cabinets de ces ministres. Parce que lorsqu'on regarde aussi, sur cet aspect-là, un cabinet qui est rempli rien que des parents du même département. Non, mais ça dit le président vous nomme, vous laissez il va quand même aller suivre votre cabinet. Non, mais... C'est au cabinet de compétents. Non, j'arrive, parce que, regardez un peu, vous êtes dans un cabinet où vous aviez, par exemple, 90% qui ne sont que de votre région. Encore qu'il soit compétent, pas de problème. Mais oui, mais il faut qu'il soit compétent. Voilà. Mais c'est là où il y a ce qu'on appelle la sociale famille. Il doit aller au fond de sa pensée. Allez-y, monsieur. Non, moi je pense bien que ça aussi, ça joue un grand rôle dans l'affaiblissement des sanctions.
Sans doute. La superposition entre la famille ou l'ethnie et l'administration cause des dégâts. On a vu les conséquences sur la gouvernance Lissouba, on en voit aujourd'hui sur la gouvernance Sassou. Donc c'est une piste à ne pas... Mais vraiment, il faut lutter contre. Mais ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est qu'on ne va pas quand même demander au président de la République d'aller... Bon, il a du boulot quand même, le gars. Hein. Si en plus, il faut qu'il aille suivre... Vous dites le gars. Oui, c'est le gars. Si en plus, il doit aller suivre les ministres qui nomment des parents incompétents, alors franchement, non. Je crois vraiment que là, pour le chef de l'État, c'est lorsqu'il nomme les ministres qu'il doit s'assurer qu'il nomme les bonnes personnes. On peut réfléchir à des choses qui se font ailleurs. Aux États-Unis, lorsque le président de la République compose son cabinet, il faut l'aval du Sénat. Comprenez? Au Congo, on peut dire quelque chose de très simple. On dit, écoutez, il faut le 4/5e des 2 chambres pour la nomination du gouvernement. Le président de la République, lui-même, se met cette contrainte-là. Et on nomme les gens, ils passent au filtre du Parlement, 4/5e. Ça veut dire qu'il faut même que l'opposition soit d'accord. D'accord? Ça pourrait créer comme ça des majorités d'idées. Oui, mais moi, on peut y réfléchir. Non, je ne dis pas que c'est la solution. Oui, le problème de France, je me pose une autre question. Vous pouvez m'aider. Pourquoi diable, quand le chef d'État vous nomme, est-ce que vous ne pouvez pas être brillant? Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'aller vérifier? Mon frère, un chef d'État, c'est fait pour décider. Vous m'entendez? Crise au CHU. Solution A, solution B, monsieur le président, voilà. En quelques lignes, il comprend et il décide. Mais ce n'est pas fait pour réfléchir. Vous avez demandé, il va réfléchir sur l'agriculture, il va réfléchir sur l'économie, il va réfléchir sur l'enseignement. C'est un savant, votre chef d'État. Non. Les collaborateurs être compétents, ils aident, excusez-moi, ils aident le chef d'État à bien aborder les questions de la République. Les collaborateurs compétents. Mais si on vous nomme, diable, que faites-vous de votre compétence? Ou bien vous dites ceci, je vais terminer. Monsieur le Président, vous m'avez nommé, je suis incompétent, il est trompé. Personne ne démissionne dans cette maison. Mais Azid Dominique Massé. Enfin, vous accusez des fonctions et vous accusez des lacunes incroyables. Azid Dominique Massé. Après, vous entraînez au chef de l'État. Il va-t-il surveiller? Monsieur Manangou a la parole, s'il vous plaît. Azid Dominique Massé, vous êtes trop idéaliste. Et ça se passerait dans le meilleur des mondes. Ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on nommerait quelqu'un qui serait compétent et tout se passerait bien. Non. Moi, je vous rappelle que le ministre n'a pas de légitimité. Les Congolais, ils s'en foutent des ministres. Les Congolais connaissent M. Sassou qu'ils ont élu. À qui ils demanderont des comptes. Oh, mais vous êtes intellectuel, vous savez ce que ça veut dire. Mais bien sûr. Attendez. Quand tu donnes un des patrons, tu le fais, les ça viens de ton travail. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la fonction présidentielle est une fonction, grande responsabilité. Et il est important d'aider le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans mon esprit? Il peut se tromper en faisant des choix. Il peut se dire, M. Foucault est un bon cadre congolais, je le nomme. Merci. Bon, oui. Il le faut. Pourquoi pas? Il nomme quelqu'un en se disant, je le connais depuis 20 ans, c'est mon collaborateur, c'est quelqu'un de bien. Il le nomme. Grosse pataquès, hein, le type complètement à côté de la plaque. Ça peut arriver. Oui. Alors, lorsque le président de la République lorsqu'il se rend compte, il peut là prendre la sanction. Mais imaginez, si le président de la République se met à virer les ministres, on n'aurait plus de ministres au Congo. Hein. Oui. Bon, alors, donc, donc, parce que le meilleur finalement va le mais il est chez les Congolais. Voilà. Enfin, on va avancer. Hein. Donc, le président de la République, qu'est-ce qu'il pourrait... C'est pour ça, par exemple, que les Américains soumettent la décision du président au contrôle des autres. Ils disent, bon, le président de la République choisit celui qu'il veut, personne d'autre n'a ce pouvoir, c'est lui qui choisit. On choisit Azid Dominique de Massé. Très bien. Sénat, voilà. Et il arrive au Sénat, le Sénat regarde, avant monsieur Azid, alors, allez, audition. Vous allez faire quoi? Dans quelle période de votre vie vous avez fait quoi? C'est pas le président qui cherche, parce que peut-être que le président a des informations qui lui ont échappé. La commission sénatoriale cherche, audite le candidat. Quand tu passes au peigne fin de la commission, il est nommé. Généralement, ils font du bon boulot. C'est une façon d'aider. Oui, parce que non, il y en a d'autres. Le mandat qui sort d'un génocide incroyable pour lequel le pays européen rentré au ventre par terre, aujourd'hui est un pays pour des hommes pouvoir. Mais ils ont mis la rigueur dans la... Bien sûr, mais au Rwanda, il y a un régime consociatif qui fait qu'ils ont une espèce de partage de pouvoir. Monsieur Luamba Moké. Monsieur Luamba Moké a la parole. Moi, je pense que nous sommes en train de chercher les perspectives, de solutions. Et oui, puis les solutions. On met ça dans
dans un paquet et on regarde. Ceux qui nous écoutent aussi peuvent effectivement décortiquer. Comme tout à l'heure, quand j'ai parlé de la social famille, la social famille. Mais finalement, et là, on vient de dire... Finalement, quels sont les mots, vous allez répondre à cette question, quels sont les mots qui, 28 ans après, ne cessent de miner la démocratie au Congo? Monsieur Lomba Moké. Bon, moi, je pense bien que c'est les mots qui minent notre démocratie. C'est d'abord effectivement la mauvaise gouvernance. Nous sommes dans ce cadre-là. Hein? Et vous voyez aujourd'hui comment le FMI n'arrive pas à nous donner des fonds que nous avons demandé. C'est qu'il y a un problème. Parce que c'est une banque qui connaît que le Congo a des ressources naturelles, qui peut rembourser. Mais on nous pose des conditions, des conditionnalités. Et ces conditionnalités, parfois, on n'arrive pas à les remplir correctement. Donc ça aussi, ça pose un problème, la bonne gouvernance. Est-ce que c'est tout? Non, il y a aussi, effectivement, le respect, effectivement, dans le cadre, effectivement, des 12 piliers de la démocratie. Hein? Vous voyez qu'aujourd'hui, la liberté de la presse, vous en parlez, qu'au Congo, il n'y a pas un journaliste en prison. Mais ce n'est pas seulement de les voir en prison, mais dans le cadre de leur travail. Est-ce que ces journalistes sont libres? Et aussi les défenseurs des droits de l'homme. On n'est pas libre dans nos fonctions. Parce que quand vous faites un rapport, ça devient un problème. Et on était à Genève, lorsqu'on a présenté notre discours, notre déclaration, les gens pensaient que c'était sur la question effectivement des Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, les 8346 Rwandais vont devenir des apatrides, dont les gens sont effectivement de nationalité. Mais ça rentre dans les bras de qui? Dans les bras du Congo. Mais il faut trouver une solution. C'est l'image du pays qui est ternie. Ouais, donc c'est pour dire tout simplement que nous avons beaucoup à faire sur les questions de droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme pose un grand nombre de problèmes. Et le respect des droits de l'homme va jusqu'au-delà. Vous voyez que le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques? Est-ce que les partis politiques au Congo sont libres? Est-ce que les partis politiques s'expriment? Et le Congo aussi a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où on demande l'éducation. Que l'éducation, c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est un pacte qui est obligatoire à l'État. L'État doit obligatoirement appliquer cela. Le dossier des droits de l'homme est lié étroitement avec la justice. Voilà. Parce que c'est celui qui règle les droits entre les humains. Exactement. Ce n'est pas bon. On fait quoi? Ça pose problème. Alors, monsieur Vivien, monsieur Lomba a esquissé quelques mots qui minent la démocratie congolaise, donc il faut carrément faire l'inverse. On va parler directement de la vie politique congolaise, de la vie politique nationale. Où est-ce que ça cloche et qu'est-ce qu'il faut faire, en général? Enfin, en même temps... Pour que la démocratie avance, hein, évidemment. Mais ce ne sont pas les règles qui vont faire que la démocratie fonctionne. Hein, ce ne sont pas les règles. Les règles existent. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Les règles existent. Le Congo est un pays qui a une législation adaptée à la démocratie. On peut, en changeant les hommes, avoir une meilleure démocratie en 2 semaines, avec les mêmes règles. Aziz Dominique de Marseille était en train d'expliquer le code électoral qui existe, qui est là, qui est transparent, que personne ne respecte, qui est très bien. Très bien. C'est l'application. Alors, l'homme dit, je comprends. Oui, bien sûr. Le peuple intel soit élu. Exactement. Et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc, les règles, ils sont là. Moi, je me souviens, lorsqu'on a adopté dans ce pays la loi sur la presse, de la dite loi Ibovi, mais c'était l'une des lois les plus innovatrices en Afrique. Oui. La première même. La première en Afrique. Vous vous rendez compte, on était en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. 2004. Est-ce que vous imaginez? Et c'est un opposant qui le dit. Et donc vous assistez, il faut changer les hommes. Mais bien entendu, c'est-à-dire la question centrale. La question centrale, c'est celle des hommes. Il y a un écart entre la théorie et la pratique. Moi, je dirais que, sincèrement, je ne connais pas un pays en Afrique qui peut se vanter d'avoir les règles comme celle du Congo. Et je veux le démontrer. Nous avons, quand je suis passé partout dans les séminaires, où je suis membre de plusieurs organisations internationales de la presse, j'ai toujours fait l'exposé sur la loi de la presse au Congo, qui est un élément capitalisant de la démocratie. Les amis applaudissent. Au Sénégal, ils ont dit, il dit, plus de peine de privation de liberté, le président Sassou nous l'a accordé, et autant ce tour, on a dit bravo. Quand vous arrivez sur le côté électoral, on y met et l'opposition, le pouvoir dans le même sac pour aller suivre les élections. Et quand vous regardez, on n'a jamais empêché, il n'y a pas une loi qui empêche à l'opposition de s'exprimer et s'exprimer librement. On dit, pas légal devant les médias. Formidable. Mais quand l'homme
prend ça, Bien sûr. il s'assoit dessus, il fait sa tête. Ce qui fait que je me dis, les collaborateurs du chef d'État qui animent cette structure-là, en le faisant, il grille l'image du président de la République, qui est pourtant un président qui nous a servi des très bonnes lois, des très beaux textes, mais qui sont mal appliqués par les collaborateurs. Au Congo, c'est un problème humain et non un problème de texte. Le pays a des institutions très fortes, des institutions très démocratiques, mais les hommes s'amusent avec la démocratie. Alors, les institutions très démocratiques, vous avancez un peu. Hein. Il faut y aller mollo. Oui, mais quand je dis démocratie, écoutez. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui fait la démocratie dans nos textes aujourd'hui? Tous les 5 ans, le pouvoir est remis en cause. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La presse, il n'y a plus de privation de liberté. C'est-à-dire tu peux placer en prison parce qu'il y a un délit d'opinion. À Kinshasa, on va en prison. Au Gabon, on va en prison. Au Cameroun, on va en prison. Une dernière question. Est-ce que c'est pas le vieillissement? Parce que c'est des gens des années 30, 40, 50 qui sont aujourd'hui à la retraite. Non. C'est pas... Moi, je peux apprendre, mon frère. Non. Pour partir du monopartisme à la démocratie, nous, au PCT, on n'a pas fait une école. Il n'y a pas une école qui est partie l'enseigner. On veut dire, écoutez, le mur de Berlin est tombé. Mettez-vous, arrivez-vous à la Et puis, cette histoire de... Non. On n'a pas besoin d'une école pour ça. On n'a pas besoin d'école. Aziz Dominique Martin a raison. Et c'est pas une affaire d'âge. Il y a des gens, bien jeunes, là, et qui sont vieux. Qui sont pires. Qui sont vieux. Et vieux dans la tête. Donc, c'est pas vraiment une question. Il y a des gens vieux qui sont jeunes de la réaction. Exactement. Donc, on va conclure. C'est pas une question d'âge. Est-ce que vous pensez que le Congo a une chance de retrouver une bonne démocratie? Ah bien oui, sûr. Je vais terminer. Moi, je vais le premier à conclure pour dire oui. Oui, pourquoi? Je suis en train de regarder depuis, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je suis au patron de travail. Il y a une jeunesse qui manque dans des partis politiques, de l'opposition, qui ont conscience de la chose publique. Il y a même aussi des PCT, des courants, ils commencent à sortir pour dire, on ne fait pas comme ça. Là, on a mal fait. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça au PCT. Ces jeunes-là, demain, peuvent ramener le pays à des bons sentiments. Parce que ils ont fait la critique, ils ont regardé. Et que les autres ont dit maintenant, mettez-vous de côté, il y a une jeunesse qui va émerger et qui va conduire ce pays. Dans le sens de ce que dit Aziz Dominique de Marseille, je suis aussi optimiste. Il suffit d'être membre dans des groupes des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp et compagnie. Vous verrez des gens d'horizons politiques divers qui débattent de l'avenir du pays. Alors moi, je participe pas beaucoup, mais je suis membre. C'est incroyable les discussions de fond que les jeunes ont sur les questions du pays et venant de différents horizons. Et donc, c'est un motif d'espoir. Mais je pense pour ma part qu'il va y avoir un rendez-vous qui sera crucial, c'est 2021. Ça sera un rendez-vous crucial. Il faudra qu'il y ait à ce moment-là un débat, un vrai, entre le Congo de demain, celui que nous voulons différent de celui d'aujourd'hui, et le Congo du passé, c'est-à-dire celui qui est issu de la conférence nationale. Le Congo que nous voulons, monsieur Normand. Non, en tout cas, issu de la vie, parce que on ne peut pas être... on est optimiste parce que c'est que le pays va de l'avant. Avec, par exemple, vous savez, lorsqu'on regarde notre pays, sur les avancées significatives au niveau de droits de l'homme, le Congo est un bon élève dans les ratifications de tous les instruments. Voilà, oui. Donc, le Congo a ratifié presque la quantité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme au niveau régional et au niveau international. Et il a même intégré dans sa constitution. Nous sommes le seul pays à le voir au monde. Tous les traités relatifs aux droits de l'homme, du moins ratifiés par le Congo, font partie intégrante de la constitution. C'est le premier d'attention. La peine de mort. Donc voilà. Le problème qui reste, on n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. C'est que la jeunesse, que cette vieille classe aussi, qu'elle soit ensemble pour qu'on amène effectivement le pays à sa réalité, c'est-à-dire à l'applicabilité effectivement des instruments que le pays a eu à ratifier. Merci beaucoup, chers messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale 10 juin. Le Congo, 28 ans après la conférence nationale, quel bilan, quelle perspective? Les débatteurs l'ont dit, 28 ans après, c'est un échec, c'est incontestable, mais l'espoir est permis, l'espoir est possible. Mesdames et messieurs, au prochain débat. Merci Aziz Dominique de Marseille. Merci beaucoup, Madian Foucault. Je dois remercier Vox TV. Il faut que je dise, excusez-moi, je partirai d'ici tout mal si je ne l'ai pas dit. Je peux dire félicitations. Vous permettez des débats. Un pays qui ne débat pas, c'est un pays qui sombre. Et puis ça, on peut vous dire félicitations parce que vous êtes les seuls à le faire et il faut le reconnaître. Quand c'est bon, il faut féliciter. Félicitations à toute l'équipe technique, Chani Sekaba, Zedong Nyongo, Jésus et tout le monde, tous ceux qui concourent à ce que vous parlez. Ah oui. C'était un débat important pour le pays. Vivian Manango, merci. Écoutez, merci à vous. Vous voyez, on prouve avec Aziz Dominique de Marseille qu'on peut ne pas être du même camp politique, mais débattre comme des personnes civilisées qui aiment leur pays. C'est ça le Congo de demain. Monsieur Laurent Moké. Non, mais je pense bien que c'est Vox TV, bravo. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Oui. Et ce grand débat
pour effectivement aider et interpeller même la population. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au prochain débat. Merci.